C'est pour votre blog? Ouais. Faut le dire, monsieur. Non, même si on ne vous voit pas, je peux très bien débrouiller pour prononcer votre prénom, voir votre nom. Non, Et après, vous êtes convoqué. Bien. Ouais, sans juste pour moi. Non, c'est plutôt pour vous, enfin, pour les gens qui vont être bien. Alors, ça pourrait vous apporter quelque chose à mon avis. Donc, la question c'est qu'est-ce qu'on a vu, parfois approfondi comme thème. Prêt, vous avez de quoi noter. oui, bien sûr. Premièrement, petit 1, quatrième c'est parti. Donc on va remettre les intitulés. Donc c'est une affaire sérieuse. Prêt. Mettez, la première chose que nous avons vu ensemble, c'est on a réfléchi sur notre programme, donc on a mis, mettez réflexion sur le programme. Qu'est-ce qui s'est dit d'intéressant pour vous concernant le programme et le traitement des thèmes que nous avons? D'accord. Ce qu'on va apprendre là maintenant, c'est pour les réflexions du bac blanc. C'est d'abord en vue du bac blanc, pour vous faciliter la révision, la relecture de vos cours, etc., etc. Et bien sûr, c'est, à mon avis, très très utile pour le bac tout court, quoi. Andrea. Nous avons vu que le programme pouvait se résumer en 17 mots. Pardon, c'est très gentil, je ne veux pas. Non, c'est pas ça qu'on va pas faire comme ça, sinon on n'aura pas le temps. Alors, on va le faire ensemble si vous voulez, mais je vous donne la piste, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a apporté, si ce n'est déjà vous informer bien sûr du contenu de notre programme qui vous a 17 mots et puis 3 parties, etc. C'est-à-dire 5 mots. En rappelant que chacun des 5 mots constitue lui-même une notion, quoi. Par exemple, existence humaine. Si vous faites résonner ça avec la conférence de Jean-Paul Sartre, effectivement, bon, vous pouvez prendre ces deux mots en eux-mêmes, ou la culture, etc. Bien. Il y a des sujets sur la culture qui ne mettent pas tout de suite en jeu la question de l'existence humaine. Bon, vous avez compris. En quoi on a réfléchi là-dessus quand on s'est dit ces 3 parties peuvent se ramener à être, agir, connaître. Maëlys, c'est Maëlys qui parle. Après, je dis ça à ma maman aussi. Je comprends pas grand-chose dans cette personne. Vous pourrez m'attaquer en justice d'ailleurs, ça vous servira aussi à vous. Donc, être, agir, connaître. Bien. À vous de réviser. Déjà, c'est pour quelqu'un qui veut s'y mettre, quoi. Quelqu'un qui dit, oh, bah, tant que le prof il dit pas ceci, cela, moi je sais pas, je comprends rien. Là, oui, bah tant pis, pourquoi. Au bout de 4 mois, c'est bon. En quoi c'est déjà une stimulation pour vous? Pour chacune des notions, des thèmes, cette fois je parle des 17 mots qui commencent par A, par exemple. Vous pouvez vous demander, on est a priori dans quelle dimension de l'existence humaine, quoi, être, agir, connaître. Et vous pourriez même inventer ou retrouver des sujets de bac. Je prends l'exemple de l'art, puisque c'est le premier thème. A priori, on est plutôt dans être, agir ou connaître. A priori, étant donné que être, ça correspond à notre partie, si je vous dis ça, vous répondez tout de suite, je suppose, via la première partie, vous me rappelez s'il vous plaît? Donc l'existence humaine et la culture, et donc quelqu'un qui n'a même pas eu une seule heure de philosophie, ou qui ne les a pas suivis, ces heures, se dirait, bon, on parle de l'art, on est dans la culture. Donc la question de l'être. Par exemple, ça donne, c'est quoi cet être qu'on appelle humain qui s'intéresse au beau? Rien que ça déjà. Mais voilà, au bout de 4 mois, il faut prendre les choses en main. Les enseignants, et moi en l'occurrence, on est là pour vous accompagner, mais voilà, il faut être sur ce continent et explorer. Ne serait-ce que ça. Donc, puisque être correspond, d'après ce qu'on a vu, et on l'a justifié, que justement,
bon, je ne cherche même plus à justifier ce qu'on a déjà expliqué. À vous de retrouver vos cours. Et si vous ne les avez pas bien pris à ce moment-là, parce que c'était le début de l'année, vous disiez, mais je ne comprends rien, je ne sais pas quoi, bah, allez voir quelqu'un d'autre et qui vous explique. Donc, quelqu'un qui connaît un peu, voilà, qui a une vision d'ensemble et qui a compris, parce qu'on l'a expliqué encore une fois, on l'a justifié, ce programme ne vient pas de nulle part, il vient de la philosophie antique. Bon, vous voyez, il y a 26 siècles d'ancienneté. L'existence humaine et la culture, c'est la question de l'être. Et donc voilà. Oui, si je disais, bah, par exemple, ça donne cette question. Tiens, c'est quand même une singularité dans le monde des vivants qu'il y ait un vivant qui ne s'intéresse pas toujours, et peut-être pas même d'abord, à comment vivre, comment survivre, mais qui est en quête de la beauté. Par exemple. Et ce qui est en rapport avec des choses que nous avons dites aussi, ah tiens, il y a plusieurs valeurs qui comptent aux yeux de l'humain. Il y en a au moins 6. Je pense qu'on l'a dit aussi dans votre classe. Les 3 premières commencent par la lettre B. C'est le beau, la beauté, le bon au sens de bonheur, c'est-à-dire ce qui me plaît, ce qui contribue à mon bien-être. Vous ne pouvez pas écouter le cours comme ça. Et si vous ne pouvez pas l'écouter comme ça, c'est pas grave, vous reviendrez la prochaine fois. Mais moi, en fait, principalement, c'est pour vous, en fait. Marc, Thiel, c'est-à-dire, moi de le dire comme ça, et ça sera même enregistré, pour des gens qui, jusqu'à présent, ne savent pas très bien comment écouter le cours de philosophie. Mais ça va peut-être changer, Thiel. C'est pas moi qui parle. Il n'y a pas de réclamation de la remarque. C'est intéressant comme remarque. Ça nous rajeunit, ça aussi. C'est pas moi. Ok, c'est pas moi. On se demande à qui parle Marc. Il doit savoir que c'est une oreille complaisante, en tout cas, consentante a priori. C'est pas vous qui parlez, c'est vous qui écoutez. Vous êtes complice. Donc, vous voyez, puisque nous avons réfléchi sur cette fameuse phrase de Sophocle, parmi les choses étonnantes, Deina, l'humain est la plus déina. Relisez ça. Ouais, par exemple, c'est quelqu'un qui peut être arrêté par la beauté. Arrêté comme on tombe en arrêt. C'est-à-dire, même le mot étonnement est très intéressant. Il y a de quoi à lire sur le blog, avec le mot étonnement. On ne revient pas là-dessus, il ne s'agit pas de refaire court, il s'agit d'avoir une vision d'ensemble. Et comment, voilà, en parlant d'une chose, on parle de quelques autres, voire de beaucoup d'autres choses. L'acte de s'étonner, dont Platon dit que c'est par lui qu'on fait de la philosophie, qu'il n'y a pas d'acte de philosophie sans l'acte de s'étonner. Bon, de toute façon, rien que s'étonner, on peut s'étonner de quelque chose de terrible. Je ne sais pas, une éruption volcanique par exemple. Ça arrive peu chez nous, mais ou d'un déluge, quelque chose qui produit des catastrophes. Et qu'est-ce que c'est que l'étonnement? L'étonnement, c'est pas la fuite, c'est pas la frayeur, c'est, comme on dirait Fabien Manjoli, je suis scotché, c'est-à-dire je reste. L'humain est un être comme ça, alors que d'autres formes de vie, peut-être mieux inspirées sur le plan de la vie et de la survie, prendraient leurs jambes à leur cou. Nous sommes capables de ça. Alors, il faut être prudent quand même, mais quelque chose nous arrête. C'est ça, s'étonner. C'est comme être foudroyé. Il y a tonnerre, rappelons-le, dans s'étonner. Ça va être difficile, Émilien, de prendre des notes si vous faites ce que vous faites. Moi, je conseille d'amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après? On fait les choses, on les fait le mieux possible, mais il faut y mettre un peu du sien. Donc, le beau, le bon, le bien moral, rien à voir avec le beau. Est-ce qu'une œuvre d'art, on attendait qu'elle soit morale, etc. Donc, l'art, la culture, l'existence humaine, l'être. Qu'est-ce que c'est que cet être, qu'on appelle être humain, qui s'intéresse comme ça au beau, au point que certains d'entre nous consacrent leur existence entière. Et justement, se mettre en péril, en quête de ce beau quand même, mettre en péril leur vie. Il y a des exemples auxquels vous pensez sans doute.
par exemple, bon, toujours le même, mais quand même il est tellement saisissant, Van Gogh, dont les toiles aujourd'hui se vendent plusieurs, je sais pas, centaines de milliers, voire millions d'euros, qui n'aura vendu que 2 toiles dans sa vie, et qui aura vécu dans les conditions que peut-être vous savez, dans une grande solitude et tout ça, et dans une grande pauvreté. Bon, par exemple, ça fait déjà réfléchir. Qu'est-ce que c'est que cet être humain qui s'intéresse à la valeur qu'on appelle la beauté? Mais une fois qu'on est parti, c'est quoi exister en tant qu'humain? C'est justement avoir des valeurs. Il faut choisir parmi ces valeurs parce qu'on ne peut pas toutes les honorer en fait. Donc le beau, le bon, bonheur, le bien, au sens le bien moral, opposé au mal. Mais il y en a 3 autres. Il y a la vérité, qui est une valeur, au nom de la vérité. Il y a certaines communautés religieuses qui mettent des devises, vous voyez, des mots-clés, qui sont le socle de leur communauté. Donc par exemple, la paix, pax, ça se dit souvent en latin. Et vous en avez d'autres qui disent veritas. Ce qui compte le plus, c'est la vérité. Je ne sais pas, amour, je ne sais. Amour, c'est déjà dit, je pense, dans toutes les religions. Mais par exemple, pour comprendre ça, il faut réfléchir soi-même au blason que vous donneriez. Si vous aviez un blason, quelle est la valeur qui compte le plus à vos yeux? Alors, et par exemple, si quelqu'un répond famille, non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu trouves dans la famille qui incarne cette valeur. Peut-être que la famille, pour toi, c'est justement le lieu du bonheur, de la moralité. Quelqu'un, vous avez beaucoup de choses. Le beau, le bon, le bien, le vrai, la justice, le juste. Et sixièmement, une 6e valeur, le sacré. Parce que la valeur, au sens, ce qu'on appelle le sacré, au sens religieux, qu'on pense à nos religions monothéistes ou les religions polythéistes ou les religions païennes, le sacré, ça n'a rien à voir avec notre notion de bien, notre notion de... Et le meilleur exemple pour comprendre ça très très vite, c'est certains commandements divins à l'adresse des humains, par exemple Ibrahim ou Abraham, comme on voudra l'appeler, où il est commandé de tuer son propre fils. Où est le beau là-dedans? Où est le bon, au sens de bonheur? Est-ce que ça rend heureux? Pas trop. En quoi c'est bien moralement et tout ça. Et comme vous le savez, c'est pour mieux réconcilier ensuite, mais à la fin de l'histoire, toutes ces valeurs. Puisque, justement, l'enfant ne sera pas mis à mort. Mais dans un premier temps, le commandement, c'est au nom de ma fidélité à mon Dieu. Et c'est pas au nom du bien, au nom du beau, au nom du juste, au nom du vrai. Les commandements de bien, c'est toujours en dehors de ça. Les raisons que Dieu aurait de vouloir telle ou telle chose, ça ne peut pas être les nôtres, nous autres humains. Il y a le Créateur, il y a les créatures. C'est sur un autre plan. Donc, par exemple, si vous entrez dans la question de l'art par rapport à la partie lettres, ça vous amène à ce genre de questions. Que sommes-nous, nous autres humains? Qu'est-ce que c'est que cet être humain qui fait valoir à ses propres yeux des valeurs qui n'ont aucun sens biologique? Même si pour l'artiste, ça le fait vivre, ça l'a fait vivre sans doute, d'aimer le beau. Mais c'est par conséquence, quoi. Il ne cherche pas à vivre, il cherche ou elle cherche pas à vivre, elle cherche le beau. Il se trouve que ça le fait vivre. Et là, par exemple, tiens, on peut aller jusque-là, mais on ne va pas faire ça donc pour toutes les notions. C'est juste pour vous dire que rien que dans cette interprétation, comme dirait Louis, cette interprétation de la totalité des notions, vous avez cette petite grille de lecture qui déjà vous fait réfléchir. Être, connaître, être, ai-je de connaître. Et donc, raison de vivre. Par exemple, quel est cet être? Et là, je parle plus seulement de l'art, mais d'abord de l'art, puisque c'est l'exemple que j'ai pris. Quel est cet être qui a besoin de raison pour vivre? Les autres vivants ont juste besoin de moyens de vivre. Comment vivre? Et tous les moyens seront bons. Nous n'acceptons pas tous les moyens de vivre parce que ce serait contradictoire avec les raisons que nous donnons de vivre. Par exemple, si quelqu'un dit, si je dis, hier j'ai fait un truc par je sais pas quoi, par survie, par je sais pas quoi, le lendemain, comme on dit, il est difficile de me regarder dans la glace. Et à force de ne plus pouvoir se regarder dans la glace, sur le plan vital, ça finit par se traduire. On ne se supporte plus, on ne s'aime plus du tout.
etc. Donc, raison de vivre, quel est cet être qui a besoin de raison de vivre au sens des valeurs, notamment le goût. Bien, de toute façon, le bonheur. Alors, peut-être on peut prendre seulement l'exemple de l'art, sinon on va y rester là. Je continue. Certes, l'art, ça relève de la culture, dit-on. Mais qu'est-ce que la culture? C'est très vaste. Par exemple, votre sujet, l'art nous éloigne-t-il de la réalité, c'est plutôt du côté de la connaissance. Est-ce qu'à travers une œuvre d'art, je m'éloigne du réel, ou au contraire, je prends conscience que je suis déjà éloigné de ce fameux réel, et j'ai peut-être là une chance de m'en approcher, de voir autrement, etc. Voilà. Maintenant, dans agir, c'est-à-dire la politique et la morale, quelqu'un qui se dit, ben non, la question là, parce que je sais pas, le sujet s'y prête. Exemple de sujet. Une société peut-elle se passer d'artistes? Rapport. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de société, de vie en société, tout ça? Par exemple, à quoi ça sert une œuvre d'art en termes de communauté? Bah, vous le savez bien vous-même par votre expérience. Il est tellement bon de se sentir proche de quelqu'un ou quelques-uns, parce qu'on aime la même musique, parce que, etc. Mais ça, c'est le début. Après, on peut aller beaucoup plus loin dans le fait que sans art, il n'y aurait pas de communauté, il n'y aurait pas de commune culture. Et alors, comment on fait société sans une culture commune, etc. Donc, vous n'allez pas faire cet exercice jusqu'au bout en vue du bac blanc. Mais avant le mois de juin, ce serait bien que vous exerciez de temps en temps en disant, bon, apparemment il y a être, agir, connaître. Tiens, si on prend n'importe quel... Le temps, par exemple. Allez. On termine sur le programme en prenant l'exemple du temps. Le temps, a priori, relève de quelle entrée? La question de l'être, la question de l'agir ou la question de la connaissance? La question de l'être. Moi, je serais d'accord avec vous. On va justifier, vous allez justifier, mais quelqu'un pense-t-elle à autre chose? Razvan. La connaissance. D'accord? On vous écoute? C'est Louis qui parle. L'être, parce que l'être, c'est forcément dépendant du temps, peu importe qu'on soit un humain ou pas. Ouais. Une référence, vous n'en avez pas 36 des références, et c'est bien normal et c'est bon signe. C'est-à-dire qu'on est resté pas mal de temps sur un texte. Quel est le texte auquel vous pouvez penser pour justifier votre point de vue? Bon. Le texte de Hannah Arendt. Extrait de? Je oublié. En tout cas, c'est très bien de vous en souvenir. Donc, un texte qui dit, tu veux comprendre quelque chose à l'humain? Ben, par exemple, chez les Grecs, l'humain, c'est le seul qui soit mortel. La question de la mortalité, c'est quand même la question du temps. Et ce texte, de ce point de vue, est très beau et très pédagogique d'ailleurs, puisque le début, c'est, mais à quelle place sommes-nous? La question de l'espace. Où nous situons-nous? Et justement, le critère, c'est notre rapport au temps. Nous sommes les seuls à pouvoir nous inquiéter du temps parce qu'on sait que le temps prend fin, pour les raisons que les Grecs pensaient. Et on rappelle que le texte d'Arendt, c'est moins l'expression de sa propre philosophie que la restitution de la philosophie grecque. Donc c'est pas Arendt qui s'exprime, même si elle se sent peut-être très proche de ce que disaient les Grecs, mais philosophe grec. Donc, la question de l'être et du temps, c'est plié très vite. Maintenant, la connaissance. À quoi pensez-vous pour dire, en fait, la question du temps, c'est peut-être aussi la connaissance? On peut dire quelqu'un qui n'a jamais été éduqué, si jamais un jour passerait, il ne veut jamais que un jour qui est passé. Puisque le temps, c'est un concept inventé par l'être humain. D'accord. Ah, vous prenez, par exemple, vous pensez tout de suite au fait que le temps n'existe pas en lui-même, c'est notre cadre culturel, et comme disait Kant, on en a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui vient du sujet, des humains. Très intéressant, c'est tout de suite là, mais bon. Moi je pensais que vous alliez dire, il y a une phrase qui m'a laissé penser ça,
en fait, acquérir des connaissances, puisque ces connaissances ne sont pas innées, c'est toujours dans le temps, c'est dans un processus d'éducation, et que le gros problème, c'est que non seulement il faut du temps pour acquérir telle ou telle connaissance, mais encore, il faut peut-être encore plus de temps pour s'émanciper de telle ou telle connaissance, telle ou telle culture, pour entrer dans une autre, pour acquérir d'autres connaissances, de tel que Nietzsche parle de ça, etc. Qu'est-ce qu'il nous reste? Agir. Là, c'est pas très difficile. La question de l'action est directement en rapport avec le temps. C'était un des critères d'Aristote, par exemple. Ok, c'est bien de faire le bien, mais fais-le au bon moment. Par exemple, ça peut nourrir toutes les bonnes consciences qui sont les nôtres parfois. Oh, moi, j'aimerais bien faire quelque chose pour aider autrui, mais attends pas aujourd'hui. Mais quand tu vas le faire alors? Tu ne décides pas de ça toujours. Donc la question de l'action bonne, c'est aussi la question du moment opportun, du bon moment pour le faire. Par exemple, avançons. Nous avons, c'était notre première étape, présenter le programme à travers cette grille de lecture être, agir, connaître. Bien. À cette occasion, on a constaté par exemple que on s'est posé la question, mais c'est quoi la philosophie, vu que toutes ces notions parlent de l'humain? Est-ce que la philosophie est une anthropologie, etc. Renvoyez votre cours. Et là, on a dit des choses importantes, et c'est ça qui nous a fait passer à une réflexion sur le savoir. On s'est dit, non, le mot philosophie déjà ne se construit pas comme le nom des sciences, voire des autres sciences, si on veut considérer que la philosophie est une science, pourquoi pas. Elle n'est pas définie par quoi elle veut étudier, elle est définie par le pourquoi elle veut étudier et comprendre. Elle est en quête de sagesse, de sophia en grec et de sapiens en latin. Enfin, sapiens c'est du français, mais sapientia en latin. Et on se retrouve, nous, et c'est le même mot, avec le mot sagesse. Et là, on s'est demandé, mais pourquoi vouloir savoir? Savoir sans rien faire de ce qu'on sait, est-ce que c'est pas plus coupable que d'être ignorant, par exemple? Et là, vous avez tout un déroulement, c'est même devenu une interrogation, et dans un sens presque une dissertation, parce que quand on a fait le corrigé de cette interrogation, votre interrogation se présentait déjà comme une dissertation. Et je vous demandais en quelque sorte de remplir les cases avec des arguments qui s'enchaînaient les uns les autres, etc. Vous avez la photocopie, même sur le blog si vous voulez. Et là, on a dit un certain nombre de choses très importantes. D'abord, on a fait intervenir, en constatant que toute science se définit par son objet, et en constatant la différence avec la science philosophique, si on veut, avec la philosophie, on a proposé un tableau, un classement, une classification des sciences. Et c'est pourquoi on n'a pas traité la question de la science, je trouve, c'est sûr, hein. Mais on a dit des choses. Et donc, vous n'êtes pas complètement démunis par rapport à un sujet sur la science. Non, il n'y a pas la science, il y a des sciences. Revoyez ce que c'est que les sciences hypothético-déductives, ce que c'est que les mathématiques, revoyez ce que c'est que les sciences expérimentales, les sciences humaines, etc. Et puis après donc, il y a cette longue réflexion sur pourquoi vouloir savoir. Qui, du point de vue de nos trois parties, nos trois perspectives, font un lien assez évident entre connaître et faire. Alors, à propos du goût, ce dont on parlait tout à l'heure, le goût, donc sapere, homo sapiens, qui concerne donc notre essence, comme en parle la paléontologie, enfin l'anthropologie, quoi. Nous sommes des homo sapiens. Oui, c'est ça. Ouais. Ça veut dire quoi, sapiens? Ça ne veut pas dire seulement savoir, enfin connaître. Ça veut dire être affecté. Ça me fait quelque chose de savoir. Aujourd'hui, et pas seulement depuis aujourd'hui, hein, mais on peut se demander si nous sommes donc des homo sapiens, puisque nous savons tant de choses dont nous ne faisons rien, parce que d'abord elles ne nous font rien. Quelle est la différence entre être informé et savoir? Ça, c'est typiquement un sujet de bac. Être informé, est-ce savoir? Bon, par ce biais-là, vous pouvez mener une réflexion sur qu'est-ce que c'est que savoir. On a beaucoup d'informations, massivement, nous sommes massivement informés. Et bizarrement, plus nous sommes informés, moins nous faisons.
Et ça nous fait dire, par exemple, oui, je sais, il y a tel problème dans le monde, tout ça. Et on ne bouge pas. Peut-être qu'on devrait en savoir un petit peu moins et agir un peu plus, etc. Qu'est-ce que ça me fait de goûter le réel, donc d'avoir ce sapéré à propos du réel, et si ça ne me fait rien, il n'y a aucune chance que je fasse quelque chose. À l'inverse, si ça me fait quelque chose, par exemple une indignation, ou par exemple au contraire un émerveillement, ça va m'inviter à me comporter d'une certaine façon. Il y a des choses que je n'accepterai plus. Il y a des choses qui, justement, étant très belles ou merveilleuses, me feront, je ne sais pas, avancer, marcher dans leur sillon. Je vais être en quête de beauté, comme ça. Me dire, ah oui, il y a de la beauté. Pourquoi toujours avoir les yeux rivés sur le contraire, etc. Et s'il y a de la beauté, et quand je trouve qu'il n'y en a pas assez, je vais peut-être me dire, mais pourquoi c'est pas tout le temps beau? Pourquoi tout n'est pas beau après tout? Peut-être qu'au départ, tout était beau. Personnellement, c'est pas ce que je pense, mais... bon, à vous de voir. Continuons. Après, on est entré dans cette série de textes. Le premier, c'était la rencontre entre Oedipe et le Sphinx, je crois. Donc, là qu'est-ce qu'on apprend? Quels sont les thèmes du programme qui sont mobilisés? Déjà, c'est une vaste réflexion qui nous vient de très loin. Alors, qui nous vient de très loin, donc les Grecs, et ce mythe, il n'y a pas de signature personnelle au-dessous de l'histoire. C'est tellement dans la culture grecque que quand Sophocle reprend cette histoire, il ne signe pas Sophocle. Il reprend une tradition. Bon, déjà, il se trouve que c'est le premier mythe avant le mythe d'Épiméthée de Prométhée dans le Protagoras de Platon. C'est le premier mythe qu'on a abordé ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du Sphinx? Qu'est-ce que c'est que l'Oedipe et tout ça? Le mythe d'Oedipe. Comment? Alors je pose la question comme ça. Bon, peut-être la réponse est déjà dans la question. Mais comment des récits mythiques pourraient-ils nous apprendre quelque chose sur le réel? Quel est le thème concerné par la seule question du mythe, par le seul fait que ce texte est un mythe, et pas un traité de physique, par exemple, ou même un texte de philosophie. Tout à l'heure, on en parlait d'ailleurs, quand je vous parlais de Alessandro Baricco. Qu'est-ce qu'un mythe? Ben, moi je pense que... Je vous demande juste quel est le thème concerné. Pour un mythe. Ouais, pour un mythe. Quel intérêt avons-nous encore à lire ou relire des très anciens mythes? D'abord, c'est non plus notre culture, et pourtant ils peuvent nous apprendre quelque chose, sinon on ne les lirait pas. Et puis bon, c'est des mythes, quoi. L'inconscient. Pourquoi pas? Surtout pour Oedipe, d'accord. Mais quel que soit le mythe, puisque Freud a repris ce mythe pour expliquer 2-3 choses. Mais, effectivement intéressant. Mais quel que soit le mythe, pour l'opinion, pour la doxa, le mythe, c'est quoi? C'est une fiction qui n'a rien à voir avec le réel. Tu ne peux rien apprendre sur le réel à partir d'une fiction. Là, c'est quand même le préjugé le plus répandu, quoi. Ces distinctions, ces oppositions bien tranchées, il y a le mythique, il y a le réel. Non, c'est l'inverse. Enfin, c'est le mythe, comme on disait tout à l'heure, et le prisme, ce à travers quoi, le prisme, où est-ce que c'est, qui diffracte par exemple la lumière, c'est le prisme à travers lequel j'entre en rapport avec le réel. Et si je crois que le mythe c'est pour les autres et que moi je suis sans ce prisme, bah alors là je suis doublement aveugle. Parce qu'il y en a un. Donc, on a parlé dans le cadre de Nietzsche, enfin du texte de Nietzsche, donc a priori, quand je vous pose la question, tout ce qui prend la forme d'un mythe, ça pose d'abord quelle question? Parmi les 3 catégories, être, agir, connaître, a priori. Vous ne l'avez pas dit fort, puis vous êtes revenu au radiateur. Non, connaître. Je ne sais pas si tout le monde a entendu la réponse, mais ce qui serait bien, c'est que tant mieux. Ce serait que tout le monde se demande. Si vous voulez, je reprends la question. Pourquoi lit-on des mythes? Et pourquoi Platon en a-t-il écrit beaucoup déjà?
Et pourquoi lit-on des mythes en philosophie, en littérature et tout ça? Est-ce que c'est une façon de s'intéresser à des curiosités en disant « Ah, ces gens, ces pauvres gens qui erraient en dehors du